Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On va faire un sacré voyage à travers le temps et les continents. Oui, pour essayer de comprendre comment la vie, elle évolue, comment elle s'adapte. C'est ça. On va s'appuyer sur des découvertes assez incroyables, non? Des fossiles en Chine, les fameuses observations de Darwin aux Galapagos. Tout à fait. Et on ira même voir sous l'eau, du côté de la grande barrière de corail. L'idée, c'est de voir un peu les grandes stratégies, les mécanismes clés de l'évolution. Alors on commence où? Le plus logique, c'est peut-être de remonter loin en arrière. En Chine, il y a 180 millions d'années. D'accord. Avec ce fameux Lufengosaurus, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, le truc clé, c'est la structure de ses hanches. C'est une modification anatomique qui peut paraître minime, mais Mais qui change tout. exactement. Ça leur a permis en fait de se tenir bien droit sur leurs pattes arrière, de soulever le corps du sol. Ah oui, la bipédie, ça libère les pattes avant, du coup. Voilà. Et ça ouvre la porte à plus de mobilité, des tailles plus grandes pour certains. C'est vraiment une innovation majeure, quoi. Et ça continue d'évoluer, parce qu'après, on a trouvé d'autres fossiles, plus récents, 125 millions d'années, c'est ça, le Sinosauropteryx, Oui, dans la province du Liaoning. Un petit carnivore fascinant, avec des plumes. Enfin, pas des vraies plumes, si. plutôt des filaments primitifs. Une sorte de duvet, oui. On pense même qu'il avait des motifs, peut-être des rayures colorées. Pour se cacher, ou pour frimer un peu. Sûrement un peu des deux. Et aussi pour garder la chaleur, probablement. Mais l'étape d'après, c'est Anchornis. Ah, Anchiornis. Lui, il avait de vraies plumes complexes, non? Oui, et pas seulement sur les bras, sur les pattes avant, les pattes arrière, la queue, partout. Là, on se rapproche vraiment de l'oiseau. Donc l'hypothèse, c'est qu'il vivait dans les arbres et qu'il utilisait toutes ses plumes pour planer d'une branche à l'autre. C'est l'idée principale, oui. Une étape sans doute cruciale avant le vol battu, le vrai vol actif. Et ce vol actif, alors comment il s'est perfectionné? On a des exemples d'adaptation assez folles chez les oiseaux modernes, non? Ah oui, l'évolution a été incroyablement ingénieuse. Prenez les vautours fauves, par exemple, qu'on voit en Espagne. Ceux qui planent pendant des heures sans un coup d'aile. C'est ça. Ils sont maîtres pour utiliser les courants d'air chaud, les thermiques. Leurs ailes sont larges, optimisées pour la portance. Et ils ont ce truc au bout des ailes, les plumes qui s'écartent comme des doigts. Exactement. Chaque plume agit comme une petite aile indépendante. Ça permet d'ajuster finement la portance, de réduire la traînée et surtout de faire des virages très serrés sans décrocher. C'est une optimisation énergétique incroyable. C'est fascinant. Et les cigognes font pareil pour migrer, non? Tout à fait. Et pensez au cygne chanteur, avec la mécanique complexe de son aile. Le profil aérodynamique, les plumes qui glissent les unes sur les autres, les os creux pour la légèreté, c'est une merveille d'ingénierie. Bon, après la conquête des airs, changeons de décor. Les Galapagos. Ah, les Galapagos, le laboratoire de l'évolution par excellence. Quand Darwin y arrive, c'est un choc pour lui. Il y a cette anecdote célèbre avec le vice-gouverneur, non? Sur les tortues. Oui, le type lui dit qu'il peut savoir de quelle île vient une tortue juste en regardant sa carapace. Pour Darwin, ça a été un déclic. Parce qu'il a compris que ces différences n'étaient pas juste anecdotiques. C'est ça. Il a commencé à relier la forme des animaux à leur environnement, à leur mode de vie. Les fameux pinsons, avec leurs becs différents selon ce qu'ils mangent. Et les tortues, alors? Comment ça marche pour elles? C'est très visuel. Sur les îles où la végétation est basse et dense, les tortues ont une carapace en forme de dôme. Classique, quoi. D'accord. Mais sur des îles plus arides, comme Espagnola, où elles doivent manger des cactus opuntia assez hauts, leur carapace est échancrée à l'avant, en forme de selle de cheval. Ça leur permet de lever le cou beaucoup plus haut. Malin. Une adaptation directe à la nourriture disponible. Exactement. Et en plus, ces tortues jouent un rôle écologique crucial, comme jardiniers en dispersant les graines. Et on découvre encore des choses là-bas. Cette iguane rose, par exemple. Ah oui, l'iguane rose du volcan Wolf. Ah ah. Une découverte assez récente, et c'est une lignée très ancienne, séparée des autres depuis peut-être 5 millions d'années. Et on sait pourquoi il est rose? Pas vraiment. Ça reste un peu un mystère, mais ça montre bien que l'histoire évolutive des Galapagos est loin d'avoir livré tous ses secrets. Incroyable. Bon, après la Terre, l'air, on plonge. Direction l'Australie, la grande barrière de corail. La plus grande structure construite par des êtres vivants sur Terre, Et tout ça, c'est l'heure de minuscules polypes. qui sont actifs surtout la nuit, c'est ça? Oui, la nuit, ils sortent leurs petits tentacules équipés de cellules urticantes, un peu comme des harpons microscopiques, pour attraper le zooplancton qui dérive. Et ils se font la guerre entre colonies? Ah oui. C'est moins connu, mais il y a de vraies batailles chimiques pour le territoire.
Si on filme en accéléré, on voit les colonies voisines s'attaquer, chercher à gagner du terrain. C'est assez spectaculaire. Et c'est en construisant leur squelette en calcaire qu'ils bâtissent le récif. Exactement. Ils extraient le carbonate de calcium de l'eau de mer. Et cette structure complexe qu'ils créent devient un habitat, un refuge, une nurserie pour des milliers d'autres espèces. Comme la tortue verte qu'on peut y croiser. Et il y a cet événement incroyable, une fois par an, la ponte synchronisée. Oui, c'est un des spectacles les plus extraordinaires du monde naturel. Des milliards et des milliards d'œufs et de spermatozoïdes relâchés en même temps par toutes les colonies sur des centaines de kilomètres. Mais comment ils se synchronisent comme ça? C'est lié à la température de l'eau, au cycle lunaire, souvent quelques nuits après la pleine lune d'une certaine période de l'année. Les mécanismes exacts sont encore un peu mystérieux, mais c'est vital pour le brassage génétique et la survie du récif. Fascinant. Et j'ai lu qu'on essayait maintenant d'aider les coraux face au réchauffement. Oui, face au blanchissement des coraux dû à la hausse des températures, il y a des recherches importantes. On essaie d'identifier et d'élever en laboratoire des souches de coraux plus résistantes à la chaleur, pour ensuite les réimplanter. C'est un peu une course contre la montre, malheureusement. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. On a vu des adaptations vraiment différentes. Oui, des changements anatomiques clés comme les hanches des dinosaures qui ouvrent de nouvelles possibilités, L'optimisation pour le vol chez les oiseaux avec des solutions techniques incroyables. et l'adaptation morphologique très directe à l'environnement local, comme les carapaces des tortues des Galapagos. Et la force du nombre et de la collaboration, comme pour les coraux, qui bâtissent un écosystème entier. Le fil rouge, je crois, c'est cette capacité incroyable de la vie à innover, à trouver des solutions face aux contraintes de l'environnement. Une plasticité énorme sur le temps long. Mais aussi une certaine fragilité, non? Surtout face aux changements rapides qu'on impose aujourd'hui. Oui, c'est tout le paradoxe. Ces systèmes sont le fruit de millions d'années d'ajustements fins. Ils sont résilients jusqu'à un certain point, mais les changements actuels sont souvent trop rapides pour que l'évolution naturelle puisse suivre. Ce qui nous laisse avec une question pour la fin, peut-être. Au-delà de ces adaptations qu'on peut observer, qui sont parfois spectaculaires, est-ce qu'il y a d'autres adaptations, plus discrètes, peut-être invisibles, qui sont en train de se jouer là, maintenant? C'est une excellente question. Quelle stratégie nouvelle ou insoupçonnée la vie est-elle en train d'inventer sous nos yeux, dans ce monde qui change si vite? Ça, c'est un domaine de recherche passionnant pour l'avenir.